Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Emmanuel, tu es député du Val d'Oise, député membre du groupe GDR, groupe démocrate et républicain. Si je t'ai invité, c'est parce que c'est le bazar à l'Assemblée nationale. C'est globalement le bazar dans le pays et c'est le bazar en politique, mais c'est tout particulièrement le bazar à l'Assemblée nationale puisque une motion de censure va être déposée dans la journée par le nouveau et sera votée demain. Cette motion de censure arrive après le 49.3 déclenché par Michel Barnier sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Comment, ma première question elle est toute simple, comment est-ce que tu vois les choses aujourd'hui? Il y a de fortes chances que le gouvernement tombe. Qu'est-ce qui se passe à H+1, c'est-à-dire à une heure après que ce gouvernement est tombé? Qu'est-ce qui va se passer à gauche dans le nouveau Front populaire? Alors déjà, on ne sait pas si elle va être votée, parce que la vie politique récente nous a habitués à des rebondissements imprévisibles. Moi, j'aborde ce moment avec quand même beaucoup de gravité. Je vais voter la motion de censure, évidemment, mais pas dans l'allégresse ou pas dans l'irresponsabilité, parce que je suis inquiet. C'est pas, tu parlais de bazar. Bazar, il y a presque une connotation positive. Là, il y a des raisons d'être inquiet pour la France, pour les Français, et singulièrement ceux qui souffrent, et qui souffrent des politiques qui sont menées par Macron depuis maintenant 7 ans. Tout ça dans un contexte international qui est hyper anxiogène. Parce que ça, les Français, ils l'ont en tête. À la fois l'accélération de la guerre en Ukraine et ses conséquences possibles pour l'Europe, la crise au Proche et au Moyen-Orient, avec les incertitudes qu'on connaît, et puis une situation économique et sociale qui est quand même pas glorieuse. Avec en plus, si on prend un tout petit peu de recul, un décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine, que les gens ressentent. Et ils sont taraudés par ça. Et donc, finalement, cet épisode politique en France, c'est le point d'aboutissement assez logique de la dissolution. Tôt ou tard, on savait que le gouvernement Barnier allait être censuré, puisque c'est un gouvernement minoritaire. Et surtout, on va dire, le péché originel du président, parce que c'est lui qui porte la responsabilité de la situation aujourd'hui, c'est d'avoir fait le choix, d'abord, de nommer un Premier ministre issu d'un parti qui avait perdu les élections. Ça, quand même, c'est assez rare, et dès le début, ça posait problème. Deuxièmement, ce qui est encore plus grave, c'est d'avoir fait le pari de s'appuyer sur le Rassemblement national plutôt que sur la gauche, c'est-à-dire aller complètement à rebours de ce qui s'était fait pendant les législatives. Pendant les législatives, il y a eu ce réflexe, une sorte de sursaut civique entre les deux tours qu'on a appelé le Front républicain, mais ça avait quand même du sens. C'est-à-dire qu'une majorité de gens, en conscience, voulaient pas que le Rassemblement national gouverne ce pays. Et le choix de Macron, qui est un choix quand même, d'un point de vue démocratique, très contestable, et même très grave, on en voit aujourd'hui les conséquences, c'était de dire, 1, je récuse la logique du Front républicain, 2, je ne veux en aucun cas que la gauche gouverne ce pays parce qu'elle remettrait en cause la politique économique, parce que c'est ça qui l'obsède, que je mène depuis 7 ans, qui est quand même une politique largement au service du capital, disons-le très clairement, et au détriment du travail et des travailleurs. Et pour ce faire, je fais ce pari qui est un pari fou. 1, de ne pas respecter le résultat des élections, 2, de nommer quelqu'un qui est issu de la droite, et 3, de m'appuyer implicitement sur le Rassemblement national. Et donc, en fait, le Rassemblement national a fait sauter à la corde le gouvernement pendant quelques semaines, et puis là, prenant prétexte du projet de loi de financement de la sécurité sociale, va sûrement censurer Barnier. Bon voilà, donc moi je trouve que c'est une situation qui est grave, d'autant plus que, on va voter la censure, mais la question c'est et après? Et c'est là qu'on est dans l'incertitude. On est d'abord dans l'incertitude parce que le président qui s'est conduit de façon à la fois irrationnelle, irrespectueuse de l'esprit de la démocratie, peut-être même d'ailleurs de l'esprit de la Constitution, et du résultat des élections, on ne sait pas ce qu'il peut faire. C'est-à-dire que quand j'entends des conseillers du président qui disent aujourd'hui que Emmanuel Macron envisage de nommer soit un Retailleau, soit le ministre de la Défense, avec comme argument ça va permettre au RN de nous suivre dans cette aventure, je dis que vraiment, non seulement on marche sur la tête, mais c'est un camouflet supplémentaire qui est fait aux Français. Et pas seulement aux Français de gauche, aux Français en général, qui se sont mobilisés entre deux tours des législatives. La logique voudrait, mais le problème c'est que la logique en politique n'est pas toujours respectée,
que le président, il prenne les résultats des élections législatives. Bien sûr, personne n'est majoritaire à lui tout seul, mais il y a quand même des forces politiques, en l'occurrence le NFP, qui sont arrivées en tête et qui mériteraient, à mon avis, d'être appelées par le président pour former une majorité qui ne pourrait pas appliquer tout le programme des nouveaux Front populaires. Là, pour le coup, il faut être lucide. Il nous manque quand même 100 députés pour être majoritaire absolu, donc ça ne peut pas se faire comme ça. Mais ça serait, pour moi, l'inflexion la plus logique et la plus nécessaire pour le pays. Mais on resterait, désolé de le dire, dans un gouvernement qui serait minoritaire. Bien sûr, et ça suppose évidemment de parler avec d'autres. Enfin, moi, ça m'a jamais choqué de dire que, à partir du moment où il n'y a pas de majorité absolue, là, il faut parler avec d'autres, parler d'autres forces politiques, essayer de les convaincre sur un certain nombre de textes que ça va dans le sens de l'intérêt du pays. Parce que ce qui doit nous motiver avant tout dans ce moment de gravité, quand même, c'est le souci du pays et le souci des gens qui sont inquiets. Enfin, il suffit de discuter avec les gens qui ne sont pas obsédés par la politique pour voir ce qu'ils nous demandent. C'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'il y aura quand même un budget? Est-ce que les fonctionnaires vont être payés? Est-ce que les marchés financiers vont attaquer la France? C'est normal, c'est légitime comme question, il faut savoir y répondre. Je pense d'ailleurs que peut-être l'esprit de responsabilité de la part de la gauche, c'est aussi de se dire qu'il ne faut pas tout attendre du président. Et peut-être que dans la méthode qu'on doit adopter demain, après la censure, c'est peut-être que le Parlement prenne la main, comme il ne l'a finalement pas fait, en réalité, quand il y a eu les élections législatives. Prendre la main, c'est-à-dire des présidents de groupe qui se parlent et qui décident de plusieurs choses. Alors, il y a des propositions qui circulent, qui sont, à mon avis, pertinentes. La question d'éventuel accord de non-censure, ça peut se discuter. Choisir 4-5 priorités pour les 6 mois qui viennent, puisque le président ne peut pas dissoudre pendant 6 mois encore, ça, c'est important. Il faut construire un rapport de force avec l'exécutif qui, manifestement, lui, n'a pas le souci du pays. Ça fait 2 mois que vous siégez à l'Assemblée nationale et globalement que vous débattez des textes budgétaires de façon quasi exclusive. Cette envie que tu as que les gens se parlent à l'intérieur des différents groupes, enfin plutôt à l'extérieur des différents groupes, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui a déjà été... Il y a un commencement de ça, genre, est-ce que tu vois déjà les prémices de ce que tu proposes pour un gouvernement, on va dire, qui serait issu majoritairement du nouveau Front populaire, avec un Premier ministre ou une Première ministre issue du nouveau Front populaire. Tu vois là, dans la façon dont toi, t'es député et dont tes camarades sont députés, tu vois déjà des députés qui se parlent. Moi, j'ai pas l'impression, de l'extérieur, quand je regarde LCP et que je regarde les débats, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de discussions entre le nouveau Front populaire, par exemple, et le bloc central, puisque j'imagine que c'est là que tu vas aller chercher les 100 députés qu'il faut pour avoir une majorité, une non-censure. Alors bon, on se parle, mais en effet, ça se voit pas. Et pourquoi ça se voit pas? Parce que d'abord, il y a eu une attitude assez incompréhensible de la Macronie défaite, qui dans un premier temps était tellement sidérée ou blessée par la dissolution et par le score qu'ils ont eu aux élections, qu'ils ont campé sur des positions qui étaient des positions maximalistes. Moi, j'étais très surpris de voir ceux qui avaient dirigé le pays, qui ont été ministres pendant 7 ans, je pense à Gabriel Attal, je pense à Darmanin et d'autres, d'abord arriver en n'assumant pas la situation financière du pays, parce que ça c'est quand même le début de la crise. C'est qu'on a des gens qui ont, alors qu'ils étaient soi-disant les champions de la rigueur budgétaire, qui arrivent avec un déficit qui explose et une dette publique qui explose, et qui ne veulent pas reconnaître leurs responsabilités. C'est la faute à pas de chance, vous n'avez pas compris, on ne fait pas assez de pédagogie, enfin les arguments habituels. Et ça c'était dur. Alors là, on rentre, moi je suis en commission des finances, là il y a une commission d'enquête sur cette distorsion incroyable entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé, pourquoi il y a autant de recettes fiscales en moins, pourquoi il y a autant de déficit public en plus. On va voir la vérité du moment. Mais ça a été dur déjà pour eux d'accepter ça. Ensuite, et ça c'était encore plus incompréhensible, alors même que Barnier, dans son projet de loi de finances, disait il va falloir mettre à contribution, alors j'étais pas d'accord avec les grands axes, mais il y a une chose sur laquelle j'étais d'accord, c'est quand il disait il va falloir mettre à contribution les Français les plus riches et les plus grandes entreprises qui réalisent, en dépit des aléas économiques, des bénéfices très importants. Ça, c'était quand même quelque chose de base, et je pense d'ailleurs que, normalement, enfin moi je pensais que quasi l'unanimité du Parlement serait d'accord pour mettre à contribution les plus riches à l'effort national. Et on a eu ce moment assez sidérant,
Et tout le monde a été sidéré, même Barnier d'une certaine façon, où on a vu des gens qui avaient été battus aux élections, qui avaient dirigé le pays pendant 7 ans, dire s'il y a une ligne rouge pour nous absolue, c'est on s'en prend pas au capital. C'est un moment quand même d'incompréhension pour nous, parce qu'il paraissait évident que dans le contexte que connaissait la France, il fallait quand même que les plus riches, ceux qui s'en sortaient, ceux qui n'étaient même pas touchés par la crise en réalité, devaient contribuer à l'effort national. Et ça a été difficile. Et vous avez vu que jusqu'au bout, ils ont campé sur l'opposition. Y compris, et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas paru immédiatement aux gens, Barnier ne bénéficiait d'aucun soutien dans ceux qui étaient censés être le bloc central. Il n'y avait pas de solidarité du bloc central au point que, je pense que c'est jamais arrivé dans la vie de la politique de la Ve République, quand le Premier ministre parlait, personne ne l'applaudissait. Il était face à des soutiens de pacotille, qui en réalité, parce qu'il y a des petits calculs, parce qu'ils sont obsédés par 2027, parce qu'ils s'estiment maltraités, parce qu'ils boudent, il y a aussi ce côté un peu immature, n'ont même pas soutenu leur propre gouvernement. Mais alors, désolé Emmanuel, mais comment, dans ce contexte, tu peux imaginer que y ait des gens qui se parlent et qui construisent des choses ensemble, j'ai envie de dire, même texte par texte, comme c'est répété à l'envi. D'abord, on arrive quand même à trouver des compromis sur des textes. Là, par exemple, ce soir, il va être discuté un texte pour le remboursement des fauteuils roulants pour les handicapés par l'assurance maladie. On aura une majorité sur ce texte. Et par exemple, sur le logement, au moment du débat budgétaire, sur la nécessité d'avoir un prêt à taux zéro pour les primo-accédants, parce qu'on estimait que c'était une priorité nationale, on est arrivé à trouver une majorité, et une large majorité. Donc d'abord, c'est possible. La deuxième chose, c'est que je pense que chacun prend conscience quand même de l'état de détresse démocratique du pays. Parce que c'est ça qui se passe. C'est plus que du désenchantement, c'est plus que de la fatigue. Quand on discute avec les gens, il y a quand même une interrogation forte. Ça sert à quoi le Parlement? Est-ce que c'est possible de sortir de cette logique de bloc qui fait qu'on n'avance pas et qu'on est condamné à l'inertie pendant au moins 6 mois? Faut faire attention quand même aux sentiments démocratiques dans le pays. D'autant plus qu'on a des exemples partout ailleurs de ce que ça peut donner la fatigue démocratique. Ce que ça donne, c'est, et c'est aussi vrai dans l'histoire, c'est généralement quand même l'extrême droite. Et on peut pas, et c'est pour ça que moi je pense que c'est un moment grave, on peut pas ne pas regarder autour de nous comment l'extrême droite progresse d'année en année, comment elle est à la tête de grands pays européens comme l'Italie, mais c'est vrai aussi de la Hongrie, de la Slovaquie, et puis grands pays ailleurs. Enfin, regardons l'Amérique du Sud, regardons les États-Unis récemment. Ça, c'est quand même la gravité qui devrait nous interpeller. Donc moi, je pense qu'à un moment, il peut y avoir un sursaut. Mais ce sursaut, on doit le construire nous-mêmes. On ne doit surtout pas attendre d'Emmanuel Macron, qui manifestement est arrivé à un degré de déconnexion par rapport aux gens, qui le rendent incapable de trouver une issue positive à la crise. Donc c'est à nous de nous prendre en main. C'est aux parlementaires de se prendre en main. Et en effet, de sortir peut-être de cette logique de bloc. Vous savez, j'arrive pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais depuis quelques jours, je pense à ce film de Jean Renoir qui s'appelle La règle du jeu, qui avait été d'ailleurs, c'était un moment particulier de l'histoire, puisque le film est tourné au moment où il y a l'échec du Front populaire et la montée du nazisme que la bourgeoisie refuse de voir, voire même qu'elle accompagne. C'est ça le moment politique. Et à la fin du film, il y a cette phrase qui dit, ce qui est effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Et on a l'impression, d'ailleurs ici, là, dans ce moment politique qu'on vit, que chacun a ses raisons, mais les raisons ne s'entendent pas, s'écoutent pas, se rencontrent pas. Et ce qu'il faut, c'est un moment que les raisons se rencontrent. Au moins, pour tous ceux qui, pendant les élections législatives, ne voulaient pas que le Rassemblement national prospère dans le pays. Enfin, pour moi, c'est quand même un socle fondamental. Oh. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, je pense qu'il n'y aurait rien de pire que la reconduction, à partir de demain, d'une équipe gouvernementale qui serait en gros orientée très à droite. Parce que quand on dit Retailleau, ça a quand même du sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à faire le pari qu'il faut s'appuyer sur un bloc des droites qui est tourné vers une politique à la fois réactionnaire, mais surtout dangereuse pour le pays.
pour sa cohésion. Tu as beaucoup parlé du rapport entre les différents, on va dire, blocs. Moi, j'aime pas les appeler comme ça, mais enfin, les différents... Non, mais comment tu veux les appeler? Enfin, je sais pas. Oui, non, mais je comprends. Il y a une tripartition politique. Exactement. Maintenant, parlons un peu du nouveau Front Populaire. Est-ce que pour toi, le nouveau Front Populaire a encore un sens? Encore une fois, vu de l'extérieur, quand je lis les différentes tribunes, j'entends les différentes prises de position, je me dis, oulala, il a un peu de plomb dans l'aile quand même, ce nouveau Front Populaire. Oui, mais il faut relativiser ça parce que pendant tout le débat budgétaire, que ça soit sur la loi de finances ou sur le financement de la sécurité sociale, il y a une cohérence qui était quand même notable. Je pense qu'on a dû voter 98% de l'amendement en commun. On a défendu 99% de propositions en commun. Donc la réalité parlementaire du NFP, elle existe. Alors il n'y a pas de coordination, il y a des expressions en effet qui sont hyper outrancières, les uns contre les autres, mais la réalité politique, c'est ça. Mais ça correspond. Mais tu penses que ça suffit pour gouverner ensemble? Ah bah, je pense que c'est déjà une bonne base de départ, de se mettre d'accord sur un certain nombre de propositions, et ça a été le cas pendant toute la discussion budgétaire. J'insiste là-dessus, parce qu'en fait, encore une fois, il y a l'impression qu'on peut avoir, mais la réalité, c'est cette cohérence. La cohérence, elle vient de plein de choses, elle vient surtout d'une réalité qu'il faudrait pas rappeler. Le NFP, ça fait 28% aux élections législatives, c'est pas beaucoup. Mais si en plus, on se paye le luxe de la division, la gauche va être laminée dans ce pays. Donc c'est pour ça que moi, je prends beaucoup de recul par rapport aux expressions des uns et des autres, d'excommunication. C'est vrai que la gauche a la passion de l'excommunication. Mais enfin, la vérité quand même, et la vérité électorale, c'est que le rassemblement est nécessaire. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il faut progresser sur la méthode de travail en commun, même sur le programme. Enfin, le programme, il a été fait en 4 jours. Forcément qu'il y a des choses à revoir. Mais alors justement, parce que ça fait 5 mois que ce programme du nouveau Front Populaire a été élaboré, que même cet accord du nouveau Front Populaire a été posé. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 mois? Et je te parle pas de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, tu me l'as dit, sur le budget, vous avez voté tous ensemble, très bien. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez fait avancer la définition fondamentale de ce qu'était le nouveau Front Populaire? Non, c'est vrai. En tout cas, moi, peut-être je suis pas aux premières loges, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que, de ce point de vue, on n'a pas beaucoup avancé. Raison de plus pour commencer à le faire. On voit bien que... Bon, il faut se mettre dans l'idée, parce que moi, je spécule pas sur la prochaine dissolution, j'en sais rien, mais il faut se mettre dans l'idée que, de toute façon, il y a un rendez-vous majeur, c'est 2027. Et d'ici 2027, est-ce qu'on est capable de faire une plateforme, d'adopter une méthode pour désigner un candidat? Alors, il y en a plein qui souhaitent un candidat unique, je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas si c'est souhaitable, mais il faut quand même tendre vers une cohérence, une cohésion. Et ça suppose un travail peut-être forcément pas comme ça a été fait dans l'urgence la dernière fois, où c'était quelques partis ensemble. Non, il faut essayer d'être irrigué par la société, par les mouvements sociaux, par les syndicats. Moi, je pense que reprendre langue avec le monde syndical, c'est fondamental dans ce moment où les intérêts des travailleurs sont en danger, où les plans sociaux explosent. Bon, voilà, ça fait partie des choses qu'on peut faire, qu'on sait faire, et que dans l'histoire de la gauche, on a toujours fait. Parce qu'en fait, ça s'est toujours passé comme ça. Donc, ça, il faut remettre l'ouvrage sur le métier, c'est en dépit des stratégies différentes. On voit bien qu'il y a des stratégies différentes. Par exemple, la FI, elle a sa cohérence, c'est il faut une élection tout de suite. Et donc, tout est subordonné à cet objectif une élection présidentielle. Une élection présidentielle tout de suite, tout est subordonné à cet objectif. Il faut de l'attention pour pousser Macron à la démission. Et puis, quand on entend le Parti socialiste... Toi, t'en penses quoi de ça? Je vois bien que dans une partie de l'électorat de gauche, il y a un souhait, mais un souhait que Macron démissionne. Mais sauf que là, ça ne nous appartient pas. Donc on va pas tout subordonner à ça, puisque par définition ça ne nous appartient pas. En revanche, ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord au moins sur une méthode pour écrire un programme ensemble, un programme de gouvernement, et ça je crois que c'est possible, préparer les échéances qui ne sont pas que présidentielles, qui sont aussi législatives, parce qu'encore une fois on n'a fait que 28%, et que pour gagner, dans ce pays il faut 50%. Ça suppose aussi peut-être une attention à plus poussé aux aspirations des gens, à comment on fait pour, et ça c'est des réflexions qu'il y a dans tous les partis, comment on fait pour fédérer à la fois les fonctionnaires, les agriculteurs en souffrance, les ouvriers qui sont en zone dite périphérique, les banlieues, enfin
tous ces débats qui agitent la gauche et qui sont des débats sérieux. Par définition, la question de la sociologie, pour des partis politiques, c'est fondamental. On a le temps, d'une certaine façon. En tout cas, il faut prendre le temps de cette élaboration collective. Mais là, on a plutôt l'impression que toutes les histoires sont en train de s'accélérer et on a Jean-Luc Mélenchon qui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, a dit bon, bah maintenant il faut un grand rassemblement, sous-entendant derrière moi, en tout cas derrière son programme. Et on a Lucie Castet et Marine Tondelier qui ont lancé une initiative Faire gagner ensemble, où elles disent bon voilà, venez avec nous deux. On a l'impression essayer de produire ce rassemblement, on imagine du coup derrière elle plutôt que derrière Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes, ils veulent y aller tout seuls. Les communistes, Fabien Roussel a dit il est hors de question qu'il fasse alliance avec la France Insoumise et puis à nouveau, puis finalement non, enfin on comprend rien. Mais enfin, on a l'impression que chacun essaye en fait de créer cet espace dont tu parles, cet espace de rassemblement où tout le monde réfléchit, etc. Mais qu'en vérité, c'est chacun pour soi, comme chacun a ses raisons, comme dans la règle du jeu. Oui, mais en fait, c'est pas très grave qu'il y ait différentes initiatives, et c'est pas très grave qu'il y ait du tâtonnement, y compris, je vois un ami très cher, Rémi Lefebvre, qui avait écrit un livre contre les primaires il y a 15 ans, qui aujourd'hui dit que finalement, c'est peut-être la seule solution pour la gauche. Et toi, tu penses qu'il faut une primaire ? Moi, j'ai jamais été très favorable aux primaires, mais moi, je suis ouvert en fait à toutes les propositions pourvu que ce qui compte, c'est que l'intérêt du pays soit servi. Enfin, on est là pour servir les Françaises et le pays. Enfin, pour moi, c'est ma conviction. Donc, il y a des initiatives, qu'il y ait des désaccords, c'est pas si grave du moment qu'on continue pour le coup à se parler puis à essayer de faire des choses ensemble. C'est pour ça que là, tu disais, oui, bon, au Parlement, vous avez voté, mais ça suffit pas. C'est vrai que ça suffit pas, mais c'est déjà un préalable. C'est déjà un préalable si ici. Et puis peut-être demain, s'il y a un gouvernement de gauche, c'est pas exclu, je veux dire, encore une fois, c'est ce à quoi on aspire, il y a un lieu d'élaboration, d'expérimentation politique, ça vaut la peine d'être joué. De toute façon, voilà, encore une fois, le moment il est grave, on est dans une crise qui est pas loin de la crise de régime quand même, et en même temps, le président, on peut difficilement lui forcer la main, d'ailleurs on ne sait pas qui peut lui forcer la main, donc il faut qu'on s'organise en conséquence. J'ai une dernière question, Emmanuel. En juillet dernier, le mot d'ordre principal, voire unique de la gauche après sa victoire aux élections législatives, c'était Lucie Castet, Première ministre. Est-ce que là, demain, si le gouvernement tombe, ce sera aussi votre mot d'ordre unique, Lucie Castet, Première ministre? Lucie Castet, c'était l'aboutissement de trois semaines de discussions un peu vives pour essayer de trouver le nom pour un Premier ministre. Et elle avait cet avantage de ne pas être directement liée à un parti fondateur du NFP. Parce que sinon, tout de suite, ça pose un problème. Donc, pour moi, ça reste une candidature absolument légitime. Après, encore une fois, si d'autres émergent, si un consensus peut se faire sur quelqu'un d'autre, moi, je suis par définition ouvert. T'es ouvert au bon vouloir d'Emmanuel Macron, parce que finalement, c'est lui qui va décider. S'il nomme par exemple Bernard Cazeneuve... Mais je crois surtout que... Je sais pas, parce qu'on parle beaucoup de Bernard Cazeneuve, t'as parlé de Retailleau... Apparemment, Macron ne veut pas du tout rentrer dans la logique de nommer quelqu'un de gauche, ou de centre-gauche, au prétexte que ça va remettre en cause sa politique économique. C'est d'ailleurs frappant de voir à quel point il est attaché à cette politique de l'offre, qui se traduit quand même par des milliards de cadeaux au capital. Enfin, là, on voit quand même la vérité nue du macronisme, au-delà de tout le reste. C'est quand même ça. C'est cette obsession de servir le capital. Et qui lui a fait faire d'énormes conneries dans 7 ans qui ont été quand même... Moi, je pense que les Gilets jaunes, par exemple, ça a été un moment décisif. Et il y a eu cet été noir démocratique, alors que d'ailleurs, peut-être que dans la méthode de la gauche, reparler des cahiers de doléances, de ce qu'il y avait dedans, ça serait déjà pas mal. Parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des aspirations sociales légitimes, il y avait aussi quand même un questionnement démocratique, qui d'ailleurs allait complètement à l'encontre de la logique de la Ve République. Il serait temps, pas seulement de condamner dans les mots, mais de se désintoxiquer dans la tête. Parce que
une des raisons du blocage et des divergences, c'est aussi cette obsession présidentialiste qui fait que les gens, à droite comme à gauche, n'ont plus que ça comme seul horizon. Moi, j'ai toujours été mais violemment hostile à la 5e, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc je pense que c'est pas mal déjà de se désintoxiquer. Voilà, donc il faut... Mais finalement, en fait, aussi pousser une personnalité pour occuper un lieu qui est Matignon, comme Lucie Castaner à Matignon. En fait, c'est reproduire en fait la logique présidentialiste et moi, toute personne de gauche soutenue par une coalition de gauche qui peut diriger ce pays, ça m'intéresse. Voilà, moi je fais pas d'exclusive, justement pas d'excommunication. Donc voilà. Bon. On verra ce que ça donne, mais encore une fois, il faut qu'on le fasse rapidement et il faut que les partis et les groupes parlementaires se prennent en main sans attendre la décision du président qui, d'après ce que je sais, mais peut-être sera-t-on démenti par les faits, réfléchit encore à une hypothétique alliance des droites qui ne pourrait aboutir qu'au même résultat, mais en plus grave. Mais juste en fait, toute petite dernière question. Vous avez des réunions, toi en tant que membre du groupe GDR, tu as des réunions avec les autres groupes du NFP il y a des réunions par groupe? Non, il y a des réunions de groupe, il y a aussi des réunions entre députés de différentes formations pour discuter un peu de ce qu'il convient de faire. Après, évidemment, il n'y a pas encore aujourd'hui d'intergroupe institutionnalisé, je pense que c'est un problème. Mais je crois souvenir que c'était déjà le cas au moment de la NUPES où il y avait cette difficulté. Maintenant, il faut passer une étape, parce qu'encore une fois, on est à la fois dans un phénomène d'accélération et d'aggravation de la crise, et il faut que la gauche, elle montre qu'elle est à la hauteur de l'enjeu. C'est pas toujours le cas. Là, clairement, il faut saisir l'opportunité. J'espère qu'elle la saisira. Merci beaucoup, Emmanuel. Moi aussi.